En une seule nuit, 2 chiffres ont déplacé le seuil d'alerte au-dessus du Burkina Faso, alors que les relevés semblaient encore ordinaires. Dans les rapports superposés, une densification des signaux s'est imposée, avec des variations d'intensité et de fréquence qui ne ressemblaient plus à du simple bruit de fond et qui convergeaient vers des points névralgiques. Pour Ibrahim Traoré et ses équipes, ce glissement discret mais mesurable a posé une question immédiate. Comment ces anomalies ont-elles pu passer inaperçues si longtemps ? À cet instant, la défense devait prouver qu'elle pouvait réagir à temps. Ce récit propose d'examiner ce que ces signaux faibles disent réellement de la capacité d'un État à transformer des données marginales en décisions stratégiques sans extrapoler au-delà des faits observés. L'enjeu est clair pour le lecteur. Comprendre en quoi l'attention portée à de minuscules écarts peut renforcer ou fragiliser une posture de sécurité nationale face à des acteurs extérieurs adaptatifs. Dans le cas du Burkina Faso, ces événements ne relèvent pas d'un épisode isolé, mais d'un test grandeur nature de coordination, de méthode et de discipline analytique. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme un symbole, mais comme un point de convergence entre des rapports fragmentés, des temporalités courtes et des choix à forte portée. L'objectif n'est donc pas de célébrer une victoire, mais d'évaluer ce que cette séquence révèle sur les marges de manœuvre réelles de l'appareil étatique. Ce cadre permet d'anticiper les conséquences possibles, positives comme négatives, pour la suite. En quelques heures seulement, ce qui était classé comme des variations techniques marginales a révélé une structure cohérente, et la première réponse opérationnelle a été enclenchée en 6 minutes, un délai qui a surpris même les observateurs internes. Cette rapidité n'est pas née d'une alerte spectaculaire, mais d'une accumulation patiente de micro-indices que les tableaux initiaux ne mettaient pas en évidence. Au départ, les relevés semblaient suivre un schéma connu, sans pic brutal ni rupture franche. Les équipes locales consignaient des signaux faibles, souvent espacés, parfois incohérents et rarement considérés comme prioritaires. Pourtant, en superposant les rapports issus de régions éloignées, une densification progressive est apparue. Les anomalies n'étaient pas identiques, mais elles partageaient des caractéristiques communes, des variations d'intensité modestes, une récurrence croissante et des directions qui semblaient converger. Ce basculement n'a été perceptible qu'en changeant d'échelle d'analyse, en passant d'une lecture isolée à une lecture comparative. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré et ses équipes ont modifié leur approche. Plutôt que de chercher un incident isolé, ils ont observé la dynamique d'ensemble, en reliant des signaux que les procédures standards traitaient séparément. Cette méthode a mis en lumière une hypothèse nouvelle. Les anomalies ne résultaient pas d'un dysfonctionnement aléatoire, mais d'un processus méthodique, possiblement destiné à tester la capacité de réaction du réseau de surveillance. La répétition à intervalles réguliers a renforcé cette lecture, tout comme la concentration progressive autour de zones sensibles. Le contexte est essentiel pour comprendre cette évolution. Le système de surveillance burkinabé repose largement sur des unités locales, souvent les premières à détecter les écarts, mais rarement décisionnaires. La validation centrale prend du temps, ce qui crée un décalage entre observation et action. Dans cette séquence précise, ce décalage a été réduit, non par un changement structurel immédiat, mais par une interprétation différente des mêmes données. Ce déplacement du regard a transformé des signaux faibles en indicateurs stratégiques. La mini-révélation n'est donc pas technique, mais analytique. La menace n'est devenue visible qu'au moment où les données ont été reliées entre elles. C'est cette articulation, plus que la technologie elle-même, qui a conditionné la suite des événements. Dans cette phase, le rôle des équipes locales devient central, car ce sont elles qui ont d'abord perçu les écarts, sans disposer des moyens pour en mesurer la portée stratégique. Dans plusieurs zones éloignées, des techniciens ont signalé des variations similaires, parfois à des centaines de kilomètres de distance, sans coordination formelle entre eux. Chaque cas, pris isolément, semblait trop faible pour justifier une alerte prioritaire. Ensemble, ils dessinaient pourtant une dynamique nouvelle, encore invisible dans les synthèses nationales. Ibrahim Traoré s'est imposé comme un point de passage obligé entre ces observations fragmentées et une lecture plus globale.
Son intervention n'a pas consisté à produire de nouvelles données, mais à recontextualiser celles qui existaient déjà. En mettant côte à côte des rapports issus de territoires différents, il a permis d'identifier des répétitions et des convergences que les procédures classiques diluaient dans le volume. Cette mise en relation a accéléré la circulation de l'information entre les niveaux locaux et centraux. Les impacts précoces ont été immédiats. Les unités de surveillance ont ajusté leur seuil d'attention, non pas en relevant l'alerte générale, mais en affinant la lecture des variations marginales. Des échanges plus fréquents ont été instaurés entre équipes, réduisant le temps perdu dans les phases de validation successives. Cette coordination renforcée a permis de tester, en conditions réelles, la capacité du système à réagir sans attendre un signal massif. 2 microcas illustrent cette évolution. Dans une zone sensible, un signal jugé insignifiant a été réévalué à la lumière d'un relevé similaire ailleurs, déclenchant une vérification croisée rapide. Dans une autre, une trajectoire atypique a été signalée plus tôt que d'ordinaire, précisément parce qu'elle correspondait à un motif déjà observé. Ces ajustements n'ont pas changé la structure du système, mais ils ont modifié sa réactivité. Le sens est clair. Relier vaut parfois plus que renforcer. Au début de la séquence, l'activation a été presque imperceptible. Les premières anomalies, déjà signalées par les unités locales, n'ont pas déclenché d'alerte générale. Elles ont simplement été intégrées dans un circuit d'observation renforcé avec une attention accrue portée aux écarts minimes. Cette phase initiale a été marquée par une prudence méthodique. Il ne s'agissait pas encore de réagir, mais de vérifier si les signaux observés s'inscrivaient dans une continuité. Ibrahim Traoré, en consultant les rapports consolidés, a insisté pour que les comparaisons interrégionales soient systématisées afin d'identifier d'éventuelles répétitions. Très rapidement, cette approche a fait apparaître un changement. Ce qui semblait dispersé a commencé à se resserrer autour de zones stratégiques. Les variations d'intensité, jusque-là jugées marginales, ont montré une progression régulière. La fréquence des apparitions a diminué en intervalles, suggérant une accélération contrôlée plutôt qu'un hasard technique. Cette transition a marqué l'entrée dans la phase de montée en tension. Les équipes ont compris que les données n'évoluaient pas de manière aléatoire, mais selon une logique qui exigeait une réponse plus structurée. Le climax est survenu lorsque plusieurs indicateurs ont convergé presque simultanément. Des signaux similaires ont été détectés dans des régions éloignées, avec des trajectoires comparables et des intensités en hausse. À ce stade, l'hypothèse d'un simple dysfonctionnement a été écartée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une directive commune a été transmise aux unités concernées, unifiant des observations jusque-là traitées séparément. Cette coordination a permis de passer d'une posture d'attente à une posture d'action ciblée sans déclencher de panique institutionnelle. La réaction a alors pris un rythme plus soutenu. Les procédures ont été ajustés en temps réel, les seuils d'alerte recalibrés et les échanges d'informations accélérés. Chaque nouvelle donnée était immédiatement comparée aux précédentes, réduisant les délais de validation. Cette capacité à agir dans un laps de temps court a constitué le cœur du moment décisif. Le système a prouvé qu'il pouvait absorber un afflux d'informations sans se désorganiser. Les répliques de cette phase ont été tout aussi importantes que le pic lui-même. Une fois l'intrusion neutralisée, l'attention s'est portée sur l'analyse a posteriori. Les équipes ont cherché à comprendre comment des signaux aussi faibles avaient pu, en quelques heures, révéler une stratégie extérieure cohérente. Ibrahim Traoré a encouragé cette lecture rétrospective, non pour désigner des manquements, mais pour identifier les leviers d'amélioration. Les enseignements tirés ont immédiatement été intégrés au protocole, transformant l'événement en exercice grandeur nature. Cette succession d'activations, de montées et de retombées montre que la chronologie importe autant que l'action elle-même. La force du système n'a pas résidé dans une réaction spectaculaire, mais dans la capacité à enchaîner des décisions sobres, alignées et réversibles. Au départ, la situation de référence était simple. Des signaux faibles, sporadiques,
de faible intensité, traités comme du bruit technique ordinaire. Quelques heures de plus tard, ces mêmes signaux présentaient une intensité accrue, une fréquence resserrée et des trajectoires convergentes, transformant une ligne de base stable en dynamique mesurable. Ce passage du baseline au delta n'a pas reposé sur une multiplication soudaine des incidents, mais sur une évolution progressive devenue lisible une fois les données mises en relation. Pour Ibrahim Traoré et ses équipes, l'enjeu a été d'objectiver cette transition sans surinterpréter les chiffres disponibles. Le premier indicateur retenu a été l'intensité des signaux. Initialement décrits comme faibles et irréguliers, ils ont montré une augmentation graduelle, modeste, mais constante. Cette progression n'a jamais atteint un seuil spectaculaire, ce qui explique pourquoi elle a pu être ignorée dans un premier temps. Toutefois, comparée sur plusieurs relevés successifs, cette hausse relative indiquait une adaptation méthodique plutôt qu'une fluctuation accidentelle. En termes simples, ce n'était pas la force brute du signal qui importait, mais sa capacité à évoluer sans rupture apparente. Le deuxième indicateur concernait la fréquence des apparitions. Dans la phase initiale, les signaux étaient espacés, parfois de plusieurs heures, et ne semblaient pas liés entre eux. Avec l'accumulation des données, les intervalles se sont raccourcis. Cette diminution progressive du temps entre deux occurrences a constitué un signal d'alerte plus parlant que l'intensité elle-même. Une fréquence qui augmente lentement suggère un processus d'ajustement, comme si un acteur extérieur testait les limites de détection sans chercher à se dévoiler pleinement. Ce schéma répétitif a renforcé l'hypothèse d'une action structurée. Le troisième indicateur portait sur la direction des trajectoires observées. Pris isolément, chaque signal semblait suivre un axe banal, sans cohérence géographique évidente. En les superposant, les analystes ont identifié des convergences vers des zones sensibles, notamment des infrastructures critiques et des installations à valeur stratégique. Cette convergence spatiale a donné une profondeur nouvelle aux deux premiers indicateurs. Intensité et fréquence prenaient sens à partir du moment où elles s'inscrivaient dans un espace commun. La direction est ainsi devenue un facteur clé pour distinguer une anomalie technique d'une intrusion planifiée. L'intérêt de ces trois indicateurs réside moins dans leur valeur absolue que dans leur combinaison. Aucun, pris séparément, n'aurait suffi à justifier une réponse coordonnée. Ensemble, ils ont dessiné une tendance cohérente, lisible et reproductible. Cette approche a permis de limiter le risque d'erreur d'interprétation en évitant de fonder la décision sur un seul chiffre ou une seule variation. Ce cadrage quantitatif a également joué un rôle organisationnel. En s'appuyant sur des indicateurs partagés, les équipes locales et centrales ont pu parler un langage commun, réduisant les ambiguïtés lors des échanges. Les chiffres n'ont pas servi à dramatiser la situation, mais à hiérarchiser l'attention. Cette hiérarchisation a été déterminante pour déclencher une réponse rapide, tout en conservant une marge de prudence. En définitive, la preuve quantitative n'a pas révélé une menace spectaculaire, mais une évolution discrète, devenue incontestable par sa cohérence interne. C'est cette lisibilité progressive, fondée sur trois indicateurs simples, qui a permis de transformer des signaux faibles en bases décisionnelles solides. Plusieurs lectures opposées se sont rapidement affrontées pour interpréter la portée réelle de cette séquence. La première, résolument sceptique, avance que l'événement ne prouve rien de durable sur la capacité défensive du Burkina Faso. Selon cette thèse, la neutralisation rapide des intrusions tiendrait avant tout aux limites techniques des dispositifs extérieurs engagés. Les signaux détectés auraient été suffisamment grossiers pour être repérés tôt ou tard, et la réussite observée relèverait davantage d'une conjoncture favorable que d'une montée en compétences structurelles. Dans cette perspective, la performance du système burkinabé ne serait ni reproductible ni transposable face à des technologies plus sophistiquées. Une seconde lecture, à l'inverse, met en avant un tournant stratégique. Elle considère que la réaction coordonnée observée démontre une amélioration tangible des capacités d'analyse et de décision. La rapidité d'exécution, mesurée en quelques minutes, serait le signe d'un apprentissage organisationnel réel. Les défenseurs de cette thèse soulignent que la valeur ajoutée ne réside pas dans la neutralisation finale, mais dans la capacité à interpréter des signaux faibles
et à les transformer en actions collectives. Dans cette optique, Ibrahim Traoré incarnerait un facteur de cohérence, capable d'aligner des unités dispersées autour d'une lecture commune des données. Ces deux positions, bien que diamétralement opposées, reposent chacune sur des éléments observables. Pourtant, elles présentent aussi des angles morts. La lecture sceptique tend à minimiser l'importance de la coordination interrégionale et du changement de méthode analytique. Elle suppose que la détection aurait fini par se produire mécaniquement, sans expliquer pourquoi elle s'est produite précisément à ce moment-là. A l'inverse, la lecture optimiste risque de surestimer la portée d'un succès ponctuel en projetant sur l'ensemble du système des capacités démontrées dans un contexte précis et limité. Une approche plus nuancée permet de dépasser cette opposition. Elle reconnaît que la réussite observée ne garantit pas une robustesse généralisée, mais qu'elle n'est pas non plus le fruit du hasard. Les données montrent une amélioration dans la manière de relier les signaux, pas une révolution technologique. Autrement dit, le progrès est réel, mais fragile. Il dépend étroitement de la discipline analytique, de la circulation de l'information et de la capacité à maintenir cette vigilance dans la durée. Cette lecture intermédiaire replace le débat sur un terrain opérationnel plutôt qu'idéologique. La question n'est pas de savoir si le système est désormais fort ou savant faible, mais dans quelles conditions il peut rester efficace. C'est précisément ce point d'équilibre encore instable qui déterminera la suite. À mi-parcours de la séquence, une surprise analytique s'est imposée. Les anomalies détectées ne formaient pas seulement une répétition, mais une architecture intentionnelle. Les équipes, en reclassant les données, ont observé que les variations suivaient des motifs cohérents, avec des ajustements progressifs qui suggéraient un apprentissage externe. Ce basculement a déplacé la question centrale. Il ne s'agissait plus d'identifier si une intrusion existait, mais de comprendre ce qu'elle cherchait à mesurer. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'analyse a changé d'axe. Les signaux ont été lus non comme des tentatives de pénétration abouties, mais comme des essais calibrés, destinés à tester la réactivité du réseau. Cette interprétation a donné une profondeur nouvelle aux indicateurs déjà observés. La fréquence croissante n'était plus un simple facteur d'alerte, mais un chronomètre implicite. L'intensité modérée devenait un moyen d'éviter les seuils automatiques. Les trajectoires convergentes révélaient une cartographie des points d'intérêt. Ce changement de cadrage a modifié la posture défensive. Plutôt que d'attendre une confirmation spectaculaire, les équipes ont intégré l'idée d'un adversaire patient, capable d'ajuster ses méthodes. La révélation de mi-parcours n'a donc pas apporté un fait nouveau, mais une intention lisible derrière les faits existants. À partir de là, chaque signal a cessé d'être interprété isolément. Les effets de cette séquence se sont fait sentir bien au-delà du cercle technique, touchant plusieurs groupes de manière différenciée. Pour l'État burkinabé d'abord, l'épisode a servi de révélateur organisationnel. Les autorités ont constaté que la valeur stratégique ne provenait pas uniquement des équipements, mais de la capacité à faire circuler l'information rapidement entre niveau local et central. Cette prise de conscience a renforcé l'idée qu'une vigilance distribuée, appuyée sur des indicateurs partagés, pouvait compenser en partie des ressources limitées. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette lecture a contribué à légitimer des ajustements de procédures sans attendre une réforme lourde. Pour les entreprises et acteurs économiques, notamment dans les zones sensibles, l'impact a été plus indirect mais tout aussi réel. Les intrusions détectées ont rappelé que certaines régions faisaient l'objet d'une attention extérieure soutenue. Le fait que ces signaux aient été repérés puis neutralisés a modifié la perception du risque. Les opérateurs ont compris que les activités économiques ne se déroulaient plus dans un angle mort stratégique. Cette visibilité accrue a entraîné une adaptation des pratiques avec une attention renforcée portée à la coordination avec les autorités locales et à la remontée d'informations jugées auparavant secondaires. Du côté des citoyens, la conséquence la plus notable a été un changement de perception. Les rapports de terrain, souvent considérés comme anecdotiques, ont pris une valeur nouvelle. L'idée que de petites observations puissent contribuer à une sécurité collective
a renforcé le sentiment d'implication. Cette dynamique n'a pas reposé sur une mobilisation spectaculaire, mais sur une reconnaissance implicite du rôle des unités locales et des populations dans la chaîne d'alerte. La vigilance est devenue un acte partagé plutôt qu'une responsabilité lointaine. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode n'est pas passé inaperçu. Les pays voisins et les observateurs extérieurs ont réévalué la capacité du Burkina Faso à détecter et interpréter des intrusions discrètes. Sans transformer immédiatement les équilibres géopolitiques, cette démonstration de réactivité a introduit un doute stratégique. Elle a montré qu'un dispositif apparemment modeste pouvait produire des effets dissuasifs s'il était utilisé avec méthode. Cette perception a influencé les interactions régionales en incitant à plus de prudence dans les tests indirects. L'ensemble de ces conséquences convergent vers un même point: l'événement a modifié les comportements sans passer par une rupture visible. L'État a gagné en lisibilité interne, les acteurs économiques en prudence, les citoyens en implication et la région en attention. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un catalyseur de cette recomposition, non par une action spectaculaire, mais par l'alignement de lectures auparavant dispersées. À partir des éléments observés, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir, sans attribuer de probabilité à l'une plutôt qu'à l'autre. Le premier scénario, dit de base, repose sur la continuité méthodique. Le Burkina Faso maintient les ajustements opérés pendant la crise sans transformation structurelle majeure. Le réseau de surveillance reste attentif aux signaux faibles, les échanges entre unités locales et centrales demeurent plus fluides qu'auparavant, mais l'ensemble fonctionne sous contrainte de moyens. Dans ce cadre, les intrusions extérieures deviennent moins fréquentes et plus prudentes, non parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles sont perçues comme moins rentables. Si cette discipline est maintenue, le système conserve une efficacité suffisante, à condition d'éviter l'essoufflement organisationnel. Le deuxième scénario, plus optimiste, s'appuie sur un effet d'apprentissage cumulatif. Les équipes capitalisent sur l'expérience acquise et transforment les ajustements temporaires en pratiques durables. La lecture comparative des données devient routinière et les signaux faibles sont intégrés plus tôt dans la chaîne décisionnelle. Cette évolution n'implique pas nécessairement un saut technologique, mais une consolidation méthodologique. Dans ce cas, le Burkina Faso renforce sa crédibilité régionale non par la démonstration de force, mais par la constance de sa vigilance. Les acteurs extérieurs adaptent alors leur stratégie, sachant que les tests discrets sont plus rapidement identifiés. Le troisième scénario, pessimiste, met en lumière les limites du modèle actuel. Les intrusions deviennent plus sophistiquées, jouant précisément sur les marges du système. La multiplication de signaux ambigus érode la capacité d'attention, et la surcharge informationnelle rallonge les délais de validation. Faute de ressources supplémentaires ou de priorisation claire, la méthode qui a fonctionné dans un contexte donné perd de son efficacité. Le risque n'est pas l'échec brutal, mais une dilution progressive de la vigilance, rendant le dispositif plus prévisible pour un acteur extérieur patient. Ces scénarios ne s'excluent pas mutuellement. Ils dépendent d'un même facteur clé, la capacité à transformer une réussite ponctuelle en routine maîtrisée. Si les ajustements restent vivants, alors le système gagne en résilience. S'il s'émousse, la fenêtre d'opportunité se referme. La question centrale n'est donc pas ce qui va arriver, mais ce qui sera entretenu dans la durée. Cette séquence a produit des effets différenciés selon les groupes directement ou indirectement concernés, et c'est dans ces écarts de perception que se joue une partie de son impact durable. Pour les acteurs institutionnels d'abord, l'épisode a rappelé que la performance ne dépend pas uniquement des moyens disponibles, mais de la manière dont ils sont articulés. La capacité à relier des informations dispersées, à donner un sens commun à des observations locales, a renforcé l'idée qu'une amélioration incrémentale peut produire des résultats tangibles. Cette leçon invite à valoriser les routines de coordination plutôt que de rechercher systématiquement des solutions spectaculaires.
Pour les professionnels travaillant dans ou autour des zones sensibles, la séquence a agi comme un signal d'alerte discret. Elle a montré que l'environnement dans lequel ils évoluent fait l'objet d'une attention stratégique constante. Sans provoquer de rupture dans les activités quotidiennes, cette prise de conscience incite à une vigilance accrue et à une meilleure communication avec les autorités locales. Le message implicite est simple. Des informations jugées mineures peuvent, si elles sont partagées à temps, contribuer à une lecture plus large de la situation. Pour les citoyens enfin, l'impact est plus symbolique mais non négligeable. L'idée que des observations de terrain puissent être intégrées dans une chaîne décisionnelle nationale renforce le sentiment d'utilité collective. La sécurité cesse d'apparaître comme une abstraction lointaine pour devenir un processus auquel chacun peut contribuer, même de manière indirecte. Cette implication ne demande pas un engagement exceptionnel, mais une attention régulière et structurée. 2 gestes modestes émergent de cette lecture. Le premier consiste à documenter systématiquement les anomalies observées, même lorsqu'elles semblent insignifiantes. Le second est de privilégier la circulation de l'information plutôt que sa rétention locale. Ces pratiques, simples en apparence, constituent le socle d'une vigilance partagée et durable. Pour consolider les enseignements tirés de cette séquence, une trajectoire opérationnelle claire se dessine, structurée autour de quelques étapes réalistes et mesurables. La première consiste à unifier la collecte des données. Les unités locales doivent disposer d'un canal commun de transmission, accessible en temps quasi réel, afin d'éviter que des observations similaires restent isolées. Cette centralisation n'implique pas une refonte technologique lourde, mais une normalisation des formats et des priorités pouvant être mises en place sur quelques mois. La deuxième étape porte sur la formation continue des équipes. Il ne s'agit pas d'ajouter des compétences abstraites, mais de renforcer la capacité à reconnaître des motifs faibles et récurrents. Des sessions courtes, régulières, axées sur la comparaison interrégionale et l'analyse temporelle permettraient de réduire le temps nécessaire pour qualifier une anomalie. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, cette montée en compétences viserait avant tout la rapidité de lecture plutôt que la sophistication des outils. La troisième étape concerne le recalibrage périodique du réseau. Les seuils d'alerte ne doivent plus être ajustés uniquement après un incident, mais selon un calendrier prévisible, fondé sur les données accumulées. Un ajustement tous les 2 mois, par exemple, offrirait un équilibre entre stabilité et adaptabilité. Cette régularité limiterait le risque d'obsolescence des paramètres face à des tactiques extérieures évolutives. La quatrième étape est la formalisation d'un protocole d'intervention documenté. Chaque phase, de la détection initiale à la réponse coordonnée, doit être explicitée. Qui décide, à quel moment, sur la base de quels indicateurs? Ce cadre réduit les ambiguïtés en situation de tension et facilite la coordination entre niveau local et central. Enfin, la 5e étape vise l'évaluation continue. Des retours d'expérience systématiques, menés après chaque alerte significative, permettraient d'identifier les points forts et les faiblesses sans personnaliser les erreurs. Cette logique d'apprentissage collectif transforme chaque incident en ressource. Ensemble, ces étapes dessinent une feuille de route pragmatique orientée vers la durabilité plutôt que l'effet immédiat. Au terme de cette séquence, le motif initial réapparaît avec plus de netteté. Ce qui avait commencé par des écarts presque imperceptibles s'est transformé en démonstration de cohérence collective. Les signaux faibles n'ont pas changé de nature. C'est le regard porté sur eux qui a évolué. Les équipes locales, les analystes centraux et la coordination assurée par Ibrahim Traoré ont donné une continuité à des données qui, isolées, seraient restées muettes. Cette continuité a permis de transformer l'attention en action, sans rupture ni dramatisation. Le rappel des microcas évoqués plus tôt souligne cette logique. Un signal réévalué ailleurs, une trajectoire comparée à un motif déjà observé, une décision prise plus tôt que prévu, chacun de ces gestes paraît modeste. Ensemble, ils composent pourtant une chaîne de vigilance qui a tenu face à l'incertitude. L'émotion ne vient pas d'un exploit spectaculaire, mais de la prise de conscience que la méthode peut compenser la contrainte. Dans cette perspective, l'épisode ne raconte pas seulement une réponse à une intrusion,
mais une manière d'habiter la fragilité sans la subir. Il montre que l'attention partagée peut devenir une force, à condition d'être entretenue. La leçon tient en peu de mots. La vigilance reliée change l'issue. Cette séquence invite moins à tirer une conclusion définitive qu'à ouvrir un espace de réflexion collective. Ce qui s'est joué au Burkina Faso montre que la sécurité ne se résume ni à la technologie ni à l'autorité, mais à la qualité des liens entre information, décision et responsabilité. L'expérience conduite sous la coordination d'Ibrahim Traoré suggère qu'une lecture attentive des détails peut modifier des équilibres sans recourir à des démonstrations de force visibles. Cette idée dépasse largement le cadre militaire et interroge notre rapport commun à la vigilance. Dans un contexte international marqué par l'incertitude, la question devient sociale autant que stratégique. Comment une communauté, une institution ou un État apprend-il à écouter ce qui paraît mineur ? À quel moment un signal faible mérite-t-il d'être relié à d'autres plutôt que classé sans suite ? Ces choix, souvent invisibles, façonnent pourtant la capacité à anticiper plutôt qu'à subir. Le cas burkinabé ne fournit pas de modèle universel, mais il propose une piste, celle d'une attention organisée, partagée et assumée. L'échange reste ouvert. Ce récit appelle à confronter les points de vue, à discuter des limites autant que des enseignements et à réfléchir ensemble à ce que signifie être prêt dans des environnements complexes. La discussion commence là où les certitudes s'arrêtent.